Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à destination des flammes jumelles. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Fabien? Tu es même pas rasé, même pas présentable? Non, c'est vrai. De temps en temps, il faut réagir rapidement. Et c'est ce qui se passe là, dans cette vidéo. J'ai bondi, il y a quelques heures, il y a quelques jours également, sur un sujet très spécifique d'amalgame dangereux, je crois, sur le phénomène de flammes jumelles. J'aime pas utiliser ce terme phénomène, mais c'est ce seul terme qui me vient. On va dire du fonctionnement, de l'incarnation, effectivement, de la mécanique. J'ai utilisé plein de synonymes liés à la flamme jumelle, de certains liens qui sont faits avec des statuts pathologiques ou quasiment pathologiques de psychiatrie et de psychologie, qui seraient donc la perversion narcissique, la dépendance affective et de manière globale, en fait, toute relation toxique, psycho-affective, qui serait rattachée, selon certains et certaines, à la mécanique de flamme jumelle. Bon, je vais donner mon point de vue. Je pense tout d'abord, en préalable, que ce type de raisonnement et d'amalgame, à mon avis, à soi, permet d'étayer, de nourrir un certain déni de la flamme jumelle. Alors de là à dire que ces raisonnements, ces liens qui sont faits servent d'excuse à ceux qui sont dans le déni pour ne pas assumer leur statut de jumeaux au sein d'une relation de flamme jumelle, je ne fais même pas un pas, je le saute. Donc je pense que maintenant il faut peut-être étayer un petit peu mon raisonnement, un petit peu comme ça que je fonctionne. J'ai pas la prétention de convaincre sans argument. Donc je pense qu'il est temps maintenant pour moi de donner un éclairage. Alors, on est dans des fonctionnements dits pathologiques, psychiatriques, dans la dépendance affective par exemple, qui est quand même un mode de fonctionnement qui est malheureusement assez courant, assez répandu. J'ai déjà écrit sur la dépendance affective par le biais de l'analyse du faux self. Je vous renvoie vers les lectures si vous voulez des informations écrites. On n'est pas dans une analyse psychiatrique du chaser et du runner, c'est pas le but, mais de tirer des lieux communs. On n'est pas là pour stigmatiser, mais pour comprendre. En tout cas, avoir des pistes de compréhension dites générales au départ. Si vous voulez des compréhensions plus spécifiques, plus personnelles, c'est plus la même démarche, c'est pas une vidéo qui va vous donner la réponse, mais un rendez-vous. Toujours est-il que on peut quand même sortir des archétypes de fonctionnement, des lieux communs, encore une fois généraux, qui ne vont pas forcément s'appliquer à votre cas particulier. Inutile de me faire un mail de 6 pages, parce que depuis la semaine dernière que j'ai demandé des mails de moins de 3 pages, j'en reçois de plus de 6 pages, donc maintenant je réponds plus. Hein. Je vais répondre aux questions d'ordre général dans des mails courts. Mon temps n'est pas extensible, je passe déjà beaucoup de temps à répondre, à faire des vidéos aussi, et à suivre bien sûr les personnes en thérapie. Donc je ne peux pas lire des mails de 6 pages, et 3 pages non plus, et j'ai envie de vous dire, plus ça va réduire à 1 page et demie. Hein. Donc, n'abusez pas, trop d'infos tue l'info. Si vous avez une question, vous posez votre question. Si elle est d'ordre général, je vous répondrai. Si elle est d'ordre personnel et spécifique à votre schéma, à votre relation de flamme jumelle, il faut prendre rendez-vous. Là, je ne peux pas. Je pense que ça se comprend aisément. Revenons au lieu commun de la dépendance affective. Alors, on a des listes de points précis et spécifiques permettant de définir si une personne rentre dans telle ou telle catégorie. Donc en psychiatrie, on retrouve le DSM qui permet donc de définir. Donc il y a plusieurs classifications dans le DSM. Hein. Encore une fois, comme dirait ma grande fille, Google est ton ami, Wikipédia aussi. Si vous voulez faire des recherches sur le DSM, je vous invite à le faire. Il vaut mieux croiser les informations. Si on se réfère donc à la classification anglo-saxonne du DSM-5, dans la dépendance affective, on va retrouver plusieurs points. Je prends mes notes, j'ai mes notes de part et d'autre parce que c'est assez technique quand même. Donc, dans le DSM-5, concernant la dépendance affective, on va retrouver
chez la personne dite dépendante, l'incapacité à prendre des décisions seule dans sa vie, sans être rassurée par une tierce personne, qu'elle aura la plupart du temps effectivement sélectionnée ou définie comme la personne la plus à même de l'aider, avec toujours une dominante évidemment émotionnelle et affective. Donc on peut dire qu'il y a une incapacité chez les dépendants affectifs à prendre une décision seule. Donc bien sûr, ça sous-entend à concrétiser, bien sûr, les fruits de ce raisonnement et de cette décision. Le deuxième point, c'est que la personne, en fait, n'assumera pas les responsabilités, ses responsabilités dans des domaines importants de sa vie. Elle va avoir besoin eh bien, d'une deuxième colonne vertébrale, d'une deuxième personne à côté d'elle pour assumer les domaines de haute importance dans son existence. Donc ce qui rejoint un petit peu le premier point de décision difficile, mais également de concrétisation difficile. Donc j'ai envie de vous dire, bon, si déjà vous ne rentrez pas dans ces deux points, passons au troisième. Le troisième point, ce sera l'expression du désaccord. Le dépendant affectif, face à une personne qu'il pense aimer ou avec qui il y a une implication émotionnelle forte, ne sera pas capable d'exprimer un désaccord, un refus, aura du mal même à argumenter. Alors il y a une peur de sanction, il y a une peur de réaction, il y a une peur d'absence de réaction. Bien sûr, tout ça est alimenté globalement par des peurs de perdre, d'être abandonné ou d'être rejeté dans sa contre-argumentation. C'est bien sûr une personne qui va avoir énormément, dans le quatrième point, qui va avoir énormément de mal à initier des nouveaux projets, à réaliser donc les choses seul, par manque de confiance en son amour propre, en son propre jugement, par manque de motivation. Le dépendant affectif se nourrit en fin de compte de l'autre, se nourrit de la relation à l'autre. Donc on va avoir également une absence de projection. C'est quelqu'un qui va chercher, dans le cinquième point, qui va chercher un soutien, qui va chercher un appui, l'appui d'autrui, encore une fois l'être aimé ou la personne qu'elle va avoir à côté d'elle dans un lien psycho-émotionnel. Elle va exagérer également, dans le sixième point, elle va exagérer également ses incapacités à se débrouiller, donc on retombe un peu sur le schéma victime du triangle démoniaque, en se mettant dans une espèce de cercle d'impuissance face aux événements, face aux décisions. Donc on va être dans la position de victime. Et puis, et ça c'est très très marqué, si une relation affective devait s'arrêter, donc une relation amoureuse, en prenant ce schéma-là, pour le comparer véritablement à la flamme jumelle, on va tout de suite voir qu'il n'y a pas de lieu commun. La personne en dépendance affective qui terminera donc sa relation de couple, qui terminera sa relation d'amour, va avoir le besoin, j'ai envie de dire presque obsessionnel, et en tout cas urgent, de retrouver une accroche, de retrouver immédiatement une personne sur qui elle pourra se reposer, à qui elle pourra faire porter les différents points que j'ai déjà listés, pour la mise en place de projets qu'elle n'arriverait pas à faire, pour la mise en place d'une concrétisation qu'elle ne se sentirait pas la capacité de mener, dans son besoin d'approbation. Elle se nourrit totalement du reflet, du regard de l'être aimé, d'une personne aimante, et finalement aimera non pas la personne, mais plutôt l'image qu'elle lui renvoie d'elle-même. On est totalement dans l'effet miroir, lié à la dépendance affective. Et puis elle est terrorisée par l'idée d'être seule, évidemment. Vivre seul n'est pas envisageable, n'est pas possible, c'est générateur de terreur, ce qui évidemment pourrait à ce moment-là développer chez elle une passivité face à l'être aimé, une adaptabilité à chaque instant, une absence de construction finalement d'elle-même, par peur d'être rejetée, d'être abandonnée, d'être seule. Alors on retrouve, bon, si on prend Lise Bourbeau, on va retrouver les 5 blessures fondamentales, bien sûr, dans la dépendance affective, c'est divers et varié, ça dépend essentiellement du vécu. On est la somme de son vécu, je le redis encore une fois. Il n'est pas question de tirer des archétypes là. Seul le résultat compte, à savoir la dépendance affective. La manière d'y arriver est une démarche personnelle d'identification pour pouvoir le régler. Encore une fois, le but de cette vidéo est de bien marquer la différence, les différences entre le fonctionnement de dépendance affective et de perversion narcissique avec le mécanisme de flamme jumelle qui n'a, à mes yeux, rien à voir. Donc, si je prends les différents points listés, je suis désolé, mais je ne trouve pas la totalité des points présents dans le runner ou le chaser. Je ne trouve pas, par exemple, si on prend que le mécanisme de séparation, c'est-à-dire le cinquième point, la rupture dans la flamme jumelle,
je ne trouve ni chez le runner ni chez le chaser la nécessité absolue de retrouver quelqu'un et de se remettre en couple immédiatement par peur d'être seul, par peur de manque de structure, de manque de concrétisation. Je ne retrouve absolument pas ces points-là. Alors, encore une fois, je pense que c'est des personnes dans le déni du relationnel de flamme jumelle qui trouvent l'excuse de dire non, non, mon jumeau est dépendant affectif, nous ne sommes pas flamme jumelle, non, c'est sûr, c'est certain. Ou alors, là on bascule véritablement dans la science-fiction, le jumeau dans le déni et en défiance va même aller au-delà et va dire oh, c'est pas un dépendant affectif, c'est un pervers narcissique ou c'est une perverse narcissique. Alors là, c'est le gros chantier, la perversion narcissique, on n'est plus tout à fait dans le même niveau. 3 grands points que l'on retrouve dans la perversion narcissique, et ensuite on verra les symptômes que ça peut générer, donc les choses que l'on peut constater chez le ou la perverse narcissique, même si c'est quand même très rare chez la femme, une généralité quand même chez l'homme, mais bon, on ne va pas non plus tirer de grands archétypes et de grandes lois. Dans la perversion narcissique, par contre, on va retrouver une mainmise sur l'autre, un besoin de contrôle. Le pervers narcissique veut contrôler l'autre, veut le déposséder de sa personnalité, veut le déposséder de ses choix, de ses décisions, de sa vie finalement. C'est une prise, une emprise, voilà, une mainmise, j'aime bien ce terme, une mainmise effectivement sur la personne qui est en face. Alors, déjà, si on prend le runner, pas de point commun là-dessus, puisque le runner étant fuyant, on n'est pas dans ce mode de fonctionnement-là. On pourrait prendre le chaser n'est pas non plus dans ce mode de fonctionnement-là, puisqu'il pose des questions, il veut avoir des réponses, il n'est pas dans la destruction de la personnalité du runner, il est dans une nécessité, un besoin d'avoir des réponses, et la plupart du temps, propose diverses solutions, diverses explorations, diverses thérapies pour que son runner arrive à se construire. Donc on est plus dans une éducation et un besoin de construction, un besoin d'évolution au sein de la flamme jumelle par le biais, entre guillemets, d'une transcendance que l'on voudrait que le jumeau ait, d'une construction, d'une dynamique que le jumeau devrait ou pourrait avoir. Donc on voit bien chez le chaser qu'il n'y a pas de phénomène de destruction, mais au contraire d'impulsion de construction. Dites-moi si je me trompe, hein, mais pour moi ça ne correspond pas. Le deuxième point que l'on trouve dans la perversion narcissique, c'est la notion d'ascendance intellectuelle ou morale, avec un besoin de domination. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de joutes verbales pour dire non, tu as tort, la vérité c'est ça, de toute façon tu ne sais rien, de toute façon tu es nul. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent la perversion narcissique, peut-être pour l'avoir vécu, ce que je ne souhaite à personne, en attendant, on n'est pas non plus dans le fonctionnement de flamme jumelle sur ces schémas comportementaux. On n'est pas dans la domination, on est dans le besoin d'évolution en ce qui concerne le chaser et de prise de position de construction, de concrétisation. On n'est pas dans l'abaissement, on sera peut-être dans le reproche, oui effectivement dans la notion de triangle démoniaque, puisque on va chercher à faire réagir l'autre. Donc on va avoir ça. Chez le runner, on n'a pas non plus la domination, il domine la plupart du temps pas véritablement sa propre sphère personnelle, donc le runner va pas du tout être dans l'art ou le besoin de dominer son jumeau chaser. Ça, je pense que on en conviendra tous. Et le troisième point que l'on va trouver, c'est l'empreinte ou le modelage de la personne effectivement dite aimée, même si dans la perversion narcissique, je crois qu'on peut pas parler d'amour, mais plus de pouvoir. Le pervers narcissique va avoir besoin de modeler, de travestir en quelque sorte la personne qui est en face. C'est de la manipulation, bien sûr, puisqu'il veut amener la personne à être conforme à ses désirs. Il n'y a pas ça dans la flamme jumelle non plus. On cherche la construction, on cherche la concrétisation, la projection, la mise en place actuelle pour un futur. On ne trouve pas non plus cette notion de modelage. Par contre, dans l'application du triangle démoniaque, si on prend le cas du runner, qui se place comme victime ou comme sauveur, il peut avoir effectivement cette sensation, cette impression, en fonction donc du triangle démoniaque qui est appliqué par son jumeau, il peut avoir cette impression que son jumeau l'amène dans des situations, l'amène dans des positions qui l'obligent à s'adapter trop. De là à parler d'emprise, d'ascendance intellectuelle et de modelage ou de manipulation mentale, on en est très très loin.
Alors, on retrouve une liste précise, entre guillemets, d'archétypes de fonctionnement, de facteurs qui doivent être présents pour pouvoir définir un pervers narcissique. Il suffit d'en avoir 5 sur la liste que je vais vous donner. Alors, je prends mes notes parce que là, de mémoire, c'est un peu compliqué. Donc déjà, le pervers narcissique se sent grandiose. Ah, et il se sent grandiose. Bon. Archétype de fonctionnement chez le runner? Non, je ne crois pas qu'il se sente grandiose, le runner. Non, je ne pense pas. Par son ego inversé, il ne se sent pas assez bien, il ne se sent pas assez fort, donc je pense que ça ne correspond pas. Chez le chaser, est-ce qu'il se sent grandiose? Je pense pas non plus, hein. Je côtoie beaucoup de chasers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages de chasers, c'est vrai, mais je retrouve énormément de souffrance, énormément d'humilité chez les chasers comme chez les runners. Ça, il faut le dire, hein, indistinctement, mais on trouve pas de crise égocentrique, donc ils ne se sentent pas grandioses, ils ne se sentent pas supérieurs, c'est pas le cas. Alors, on retrouve le facteur également de fantasme sur ses propres qualités, chez le pervers narcissique, hein, il fantasme sur lui-même. Excusez-moi, ça me fait un peu sourire en fait, toutes ces listes. C'est pas drôle quand on le vit par contre, ça c'est certain, mais on ne retrouvera pas non plus des fantasmes sur des qualités n'existant pas, surtout pas chez le chaser qui a tout à fait conscience de son intériorité, de ses manques, de ses faiblesses. Il est plutôt dans une compassion envers lui-même et dans un désir quand même d'excellence, donc de les construire et de les constater. Chez le runner, on ne trouve pas non plus de fantasme sur ses qualités. Il fantasme l'extérieur, oui, mais il ne fantasme pas l'intérieur. Alors, le pervers narcissique se pense extraordinaire, se croit au-dessus de tout, ce qui d'ailleurs lui fait croire qu'il doit bénéficier d'un traitement spécial, hein, qu'il n'est pas monsieur et madame tout le monde, que donc très souvent par rapport à l'extérieur, dans le milieu social, il va très mal prendre quelqu'un qui ne le remarquerait pas, donc avec des réactions excessives. Je pense qu'on a tous autour de nous une personne qui est un petit peu comme ça. Chez le pervers narcissique, effectivement, ça va être décuplé. Il y a donc ce besoin d'admiration, mais également besoin de crainte. Voilà, il a besoin d'asservir, soit par une admiration rayonnante, totalement illusoire, soit par la peur, par la crainte, hein, d'où les pervers narcissiques qui majoritairement sont violents, hein, ou en tout cas peuvent faire sentir au minimum une violence verbale lorsqu'elle n'est pas malheureusement physique également. Le pervers narcissique va exploiter, va utiliser les autres à ses bénéfices, hein, au travers du mensonge, du chantage, de la violence, on l'a vu, mais lui, seul le résultat à son bénéfice sera important, hein. On ne retrouve pas ça non plus chez le runner ou chez le chaser. On ne retrouve pas ça. Dans la flamme jumelle, on a cette notion effectivement de construction par l'amour que l'on ressent. Si la construction n'est pas là, il y a la souffrance chez le chaser. Si l'osmose et un équilibre quasi disnéen, j'ai envie de dire, non verbal, n'était pas présent chez le runner, on a également des peurs, donc des souffrances liées à l'amour que l'on ressent. On ne trouve pas du tout cette exploitation de l'autre pour son propre bénéfice. On a un manque d'empathie flagrant chez le pervers narcissique, absolument pas à l'écoute de l'autre, absolument pas à l'écoute des autres, ce que l'on ne retrouve pas non plus chez le runner et le chaser, puisque dans le lien de flamme jumelle, tout est symbiotique, tout est fusionnel. On va parler bientôt dans la prochaine vidéo de l'aspect énergétique dans la flamme jumelle. Au contraire, il y a une hypersensibilité à l'autre, hein, qui fait que quand on est ensemble et en osmose, c'est absolument merveilleux. On trouve un équilibre qui abolit même les lois du temps et de l'espace, alors que dans le pervers narcissique, il n'y a aucune connexion empathique, pas la moindre, rien. Rien du tout. Pas de sensibilité, au contraire, on est face à un roc, un bloc, quelque chose de glacial. Le pervers narcissique est envieux des autres. Dans la flamme jumelle, il n'y a pas de désir, d'amassement du tout. Le plus important, le fait, effectivement, dans la relation de flamme jumelle, est l'autre et l'équilibre avec l'autre. Donc, j'ai envie de dire, on ne regarde pas l'extérieur, donc il n'y a pas d'envie extérieure, on n'envie pas les autres, que ce soit leur mode d'existence ou que ce soit leur bien matériel. Et évidemment, le pervers narcissique est hautain et arrogant au possible. Bien sûr, ça va de sens avec son côté grandiose et extraordinaire,
que l'on ne retrouvera pas non plus dans la mécanique de flammes jumelles. Ça fait beaucoup de points, hein, tout ça. C'est quand même très méthodique le DSM, c'est normé. Quand on liste tous les points, on voit bien que ça ne correspond pas à la mécanique de flammes jumelles. Encore une fois, je reste absolument convaincu que les détracteurs du lien de flammes jumelles, qui souvent ont peut-être leur flamme jumelle et ne l'assument pas, ont une totale méconnaissance du mécanisme de flamme jumelle. Et là, je vous renvoie aux vidéos précédentes où je disais que qu'on soit runner ou chaser, on ne peut pas être compris par quelqu'un qui ne connaît pas le mécanisme de flamme jumelle au travers de son propre vécu. On ne peut être compris que par une flamme jumelle, qui plus est de la même polarité que nous, la plupart du temps en tout cas, même si de plus en plus de chasers sont très ouverts aux deux modes de fonctionnement et les runners également. Du coup, ça ouvre des perceptions et des échanges qui sont très grandissants, très édifiants pour tout le monde. Mais je vais tirer à boulet rouge contre les pseudo-thérapeutes, psychothérapeutes, proclamé après avoir lu 5 Psychologie Magazine et 2 livres de Frédéric Lenoir, et qui se permettent de faire des analyses de leurs jumeaux ou jumelles, en tirant des archétypes de fonctionnement d'un chapeau de magicien, bien sûr, en ayant une totale méconnaissance du mécanisme de la perversion narcissique et de la dépendance affective. Je vous enjoins à vous tourner vers votre intériorité et travailler d'abord sur vous avant de tenter de juger votre jumeau, ou, parce que j'ai aussi ça, de prétendre pouvoir aider des flammes jumelles à faire le tri. Je pense à une vidéo sur laquelle je suis tombé il y a quelques heures où j'entendais une thérapeute dire que dans toutes les relations toxiques, je reprends les mots, je reprends les termes. Alors je dénonce pas, hein, je ne parle pas des personnes, c'est pas le sujet. J'ai un problème avec le fond et avec la forme sur le coup, et non avec la personne. Je pense pas qu'elle soit mal intentionnée, mais il faut faire attention. Elle dit que dans cette vidéo, l'information qui est transmise, c'est que dans toutes les relations toxiques, il y a le même mécanisme que dans la flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il y a un fuyant puis un courant. Hein, on va dire ça comme ça. Grosso modo, elle dit dans toutes les relations toxiques, finalement, on a le mode de fonctionnement du runner et du chaser. Bah ouais, mais là, je viens d'expliquer que on a le pervers narcissique qui veut avoir l'ascendance sur quelqu'un, qui veut avoir le pouvoir sur quelqu'un, qui veut l'asservir à tout point de vue, moral, physique, dans les cas de conscience si on reste général. Et puis j'ai parlé du dépendant affectif qui, lui, veut être asservi en quelque sorte, a besoin absolument de quelqu'un. Je pense que là, on est dans le summum de la relation toxique. Un pervers narcissique qui trouverait un dépendant affectif, ou une dépendante affective, évidemment. Je crois qu'on est d'accord que là, on est dans la relation la plus toxique qui soit. Et chez aucun des deux, je vois un runner et un chaser. Je n'en vois pas un qui essaye de fuir, on est d'accord? Et je n'en vois pas un qui essaye de construire. Donc là, je suis désolé, mais là, il y a une méconnaissance totale de la psychologie de base, du DSM, de chacun des modes de fonctionnement, du pervers narcissique, du dépendant affectif, il y en a plein d'autres en classification. Moi, je voulais faire le focus sur ces deux-là parce que ce sont ces deux-là qui sont utilisés essentiellement par les défiants de flammes jumelles pour justifier justement leur défiance en disant non, 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 je fuis parce que tu es insupportable, tu es pervers narcissique, je fuis parce que tu es dépendant affectif, je m'en vais, je peux pas travailler sur toi, c'est de ta faute. Non, je suis pas d'accord. Donc, je voulais faire cette vidéo coup de gueule pour recadrer un tout petit peu les choses. C'est ma vision. Alors, allez-y, hein, dézinguez-moi, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai un peu l'habitude. Je me mouille, hein, comme on m'a dit très récemment sur un commentaire. Merci de te mouiller, Fabien. Oui, bah oui. Ah, on a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Je renvoie à la vidéo numéro 9. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas regarder les vidéos. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'accord, ben, usez de discernement. Usez de discernement, je continuerai de le dire. Prenez ce que vous avez à prendre de la vidéo. Peut-être qu'il faut se focaliser sur le fond, pas forcément sur la forme. J'ai peut-être pas l'art et la manière, effectivement, de faire des fioritures et de mettre des jolies broderies autour.
mais après j'ai pas trop le temps non plus. Là sur le coup je bondis, voilà, c'est un peu ma vidéo coup de gueule. Je souhaitais faire le focus là-dessus, il y a plein d'autres sujets que je dois absolument vous transmettre, mais je peux pas laisser faire ça parce que c'est faux, archi faux, on est dans la manipulation mentale, on est dans l'auto-flagellation, l'auto-concrétisation, je ne sais pas en fait quel est le but de se convaincre soi-même qu'on n'est pas dans le déni, on atteint des niveaux divins ou dantesques, je ne sais pas, du déni de l'amour inconditionnel, du déni du lien, du déni du karma, on est dans la défiance la plus totale, en utilisant des archétypes pathologiques de psychiatrie que l'on ne maîtrise même pas, pour contre-argumenter finalement le phénomène de flamme jumelle. Bon, il faut vraiment y nourrir une force extraordinaire pour pouvoir être autant dans la négation. En tout cas, je remercie Pascal qui finalement m'a donné la ligne directrice. J'ai trouvé une petite phrase de Freud que je trouve très sympathique et qui dit « Toute psychose avérée est le fruit d'un déni qui échoue ». Donc, petit message effectivement aux défiants de flammes jumelles et à ceux qui sont dans le déni du phénomène de flammes jumelles, continuez d'être en déni, vous allez échouer. En tout cas, je dis à tous les autres, à bientôt!